Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, demandez un peu de silence. On va commencer cette soirée consacrée à cette conférence de Philippe Chéron. Donc voilà, on suit ce cycle de conférences qu'on a appelé les conférences du jeudi, et on accueille ce soir Philippe Chéron, qui est chargé d'études au service de l'inventaire de la région Normandie. Depuis déjà de nombreuses années, et qui a effectué des recherches sur les verrières dites commémoratives de la Première Guerre mondiale. Alors ce sujet, c'est un sujet qui nous intéressait aussi ici au musée, dans le cadre de nos activités, parce que déjà parce que c'est un thème lié au domaine du vitrail. Comme vous le voyez, nous sommes dans une salle consacrée au domaine du vitrail. C'est un sujet qui nous intéresse ici au musée. Et puis aussi parce qu'en 2017, nous avions organisé une exposition sur un atelier parisien, un atelier de vitrail parisien, qui s'appelle l'atelier Hébert Stevens Rimui Boni, dont il y a dans cette salle des exemplaires d'ailleurs de vitraux. Et cet atelier parisien avait notamment, enfin pour la première génération de cet atelier parisien, ils avaient réalisé justement des verrières commémoratives. Et notamment deux vitraux qui avaient été réalisés par André Rimui à partir de cartons de vitraux dessinés par Georges Desvallières, donc qui était lié à la Première Guerre mondiale. C'était vraiment un sujet qui nous avait beaucoup intéressé. Alors dans cette exposition en 2017, il y avait deux vitraux qui étaient présentés. Il y avait une Vierge consolatrice d'une femme pleurant la mort de son fils mort au combat, et qui était donc un très beau vitrail d'après un carton de Georges Desvallières. Et cette femme était d'ailleurs, cette femme qui a pleuré, était en fait la femme d'ailleurs du peintre. Hein. Et, et c'était un vitrail qui avait été réalisé en 1925 pour l'exposition internationale des arts décoratifs à Paris. Puis ensuite, il est rentré dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Reims, qui nous l'avait prêté en 2017. On avait présenté également un second vitrail, toujours réalisé par Rimui, d'après un carton de Georges Desvallières, et qui présentait une verrière commémorative qui présentait deux saints, Saint Thomas et Saint Michel et Saint Martin, effectivement, qui étaient saints de France, et on les voyait en train de ranger leurs armes, notamment des épées, pour symboliser la fin de la guerre 1918, de 14-18. Il était écrit sur le vitrail 1918. C'est un très très beau vitrail dont il y avait eu deux exemplaires de réalisés, et un des exemplaires avait été installé après la guerre dans la crypte de l'ossuaire de Douaumont, donc à côté de Verdun. Voilà, donc c'était un sujet qui nous avait un petit peu intéressé, et c'est aussi à cette époque-là que Philippe Chéron a réalisé une étude importante sur ce sujet-là, mais à l'échelle de la Normandie, en inventoriant près de 300 verrières, donc sur ce thème de verrières commémoratives, un petit peu patriotique aussi. Vous avez à l'époque l'intention de montrer l'attachement chrétien à la nation, mais également évoquer des messages forts par rapport à ces soldats sacrifiés. Voilà, et bien c'est ce sujet qu'il va nous présenter, sur lequel il avait donc travaillé plusieurs années, et pour lequel il y a un ouvrage qui est sorti au moment du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Pour célébrer le centenaire de cette fin, bien cet ouvrage était sorti, et si vous intéresse, il est disponible aussi à l'accueil du musée. Donc merci Philippe d'avoir répondu positivement à cette invitation, et donc maintenant, écoutez. Merci cher Eric, merci de cette invitation, et merci à tous d'être venus. Alors comme tu l'as rappelé, ça fait maintenant quelques années qu'on a travaillé sur ce sujet, à l'inventaire. Donc l'inventaire, un petit mot quand même sur l'inventaire du patrimoine, pour ceux qui ne connaissent pas bien. C'est un service qui a été fondé par André Malraux dans les années 60 et qui avait pour vocation de faire émerger le patrimoine non protégé, de faire une sorte de cartographie du patrimoine rural de la France, des richesses artistiques de la France. Mais l'acception à cette époque-là, dans les années 60, était plutôt réduite. Le champ d'investigation a considérablement évolué les années passant. On s'est intéressé au patrimoine architectural, notamment au-delà du XVIIIe siècle. On a pris en compte l'art nouveau, l'art déco. On en verra quelques exemples.
Et puis surtout, on a pris en compte d'autres thématiques, hein, le patrimoine industriel, le patrimoine du 19e siècle, très décrié, très oublié dans ses formes artistiques, sculpture, vitrail, voilà, tout ça a été pris en compte et les mentalités ont évolué, on va dire, considérablement, hein. Voilà. Donc, ce qui a été laissé pour compte à une époque a été vu avec un œil un peu nouveau à partir des années 1980. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des collègues, des prédécesseurs qui n'avaient pas laissé de côté, qui avaient fait le travail consciencieusement et qui avaient inventorié de manière un peu exhaustive certaines églises. Donc je ne suis pas parti totalement de zéro, vous le verrez. Je vais vous expliquer un peu la méthode, parce que ce vitrail commémoratif, dit commémoratif, on verra que le sens peut être beaucoup plus large. Finalement, on ne le trouve pas comme ça par hasard. Enfin si, on peut le découvrir par hasard dans certaines églises, mais quand on veut en faire une étude un peu exhaustive ou un peu sérieuse, évidemment, on va se heurter à l'immensité des verrières, hein. Faut savoir rien qu'en ex-Haute-Normandie, on avait 2000 verrières dites anciennes, c'est-à-dire d'avant le XVIIIe siècle. Donc vous imaginez, c'est une part assez faible du corpus. L'énorme production, c'est la production du 19e siècle, et c'est une production qui redémarre réellement vers les années 1840-50, surtout 60-70, avec une croissance un peu exponentielle jusqu'en 1880-90. Donc on fait construire énormément d'églises, et donc il y a une production et une multitude d'ateliers de maîtres verriers. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose de découvrir un peu le cœur du sujet, le thème, les vitraux de Normandie. Donc juste une petite précision. Ah voilà, c'est magique. Donc, le livre dont Eric a parlé a été écrit en collaboration avec une collègue de Basse-Normandie. Il se trouve que les planètes étaient alignées. Moi, je travaillais de mon côté sur l'ex-Haute-Normandie. Il y a eu la fusion et cette dame qui s'appelle Sophie Delaunay avait fait son master sur les verrières commémoratives de Basse-Normandie. Je pense que le travail aurait été quasiment impossible dans les délais, parce qu'on visait évidemment 2018 et le label euh, du centenaire qu'on a obtenu. Et il aurait été quasiment impossible de mener cette étude qui a déjà pris plusieurs années sans cette fusion, sans cette collaboration. Alors, sur quoi me suis-je appuyé? La documentation du service. Je vous l'ai dit rapidement, il y a 50 ans de documentation qui est disponible sur nos bases de données. Donc, système de mots-clés, recherche, j'ai commencé à sortir les premières verrières qui avaient été étudiées dans le cadre d'inventaires assez systématiques d'églises, de repérage, parfois en lien avec la conservation des antiquités objets d'art. Parfois, il n'y avait pas de photos, mais il y avait une mention, 14-18, voilà, bon, tout ça, j'ai constitué la base qui m'a permis de démarrer. Et bien sûr, il m'a fallu aller vérifier systématiquement, il a fallu faire des recherches systématiquement pour confirmer ou infirmer certaines données. Alors, les sources. Essentiellement, au départ, c'est des sources qui avaient été vues par mes collègues, mais qui ont été revues de manière exhaustive, systématique, notamment grâce à la numérisation des revues, Gallica, mettant en ligne la Semaine religieuse et d'autres revues de ce type. Il a été beaucoup plus facile pour moi de repérer systématiquement les inaugurations, toutes les inaugurations. J'ai traqué les inaugurations jour par jour, année par année, entre 1914 et 1930. Voilà. Donc ça, c'était une source extrêmement précieuse, alors, qui a permis de trouver des verrières disparues, bien sûr. Et les professionnels, les associations, donc les professionnels, c'est le réseau des maîtres verriers, des restaurateurs, qui ont tous une connaissance excellente, évidemment, de leur métier,
des verrières qui leur sont passées dans les mains, mais aussi des églises qu'ils ont visitées. Ils ont une très très bonne mémoire visuelle. Alors, ils me disaient, ah oui, à tel endroit, j'ai vu quelque chose, ça pourrait bien être 14, bon, il faut vérifier. Là, on a vérifié. Ce réseau s'est avéré extrêmement précieux. De même, j'ai lancé un appel au niveau des associations locales, de manière à avoir des relais. Et un certain nombre de verrières ont pu être rentrées dans le corpus de cette façon. Voilà en illustration rapide notre base de données, le fonctionnement, donc avec une... bon, ça c'est l'interface sur laquelle on travaille au quotidien. Et vous voyez, il y a 3000 verrières. 3000 verrières qui sont rentrées sur cette base, dont un certain nombre, tu l'as dit Eric, 300, 350 maintenant, parce que malheureusement, à un moment donné, il faut imprimer. et on a voilà, les petits derniers sont arrivés après. Il y a des gens, le jour de la dédicace, vous disent ah, mais vous n'êtes pas passé dans mon village. Bah oui, bah non. Bon. Effectivement, donc on a rattrapé une vingtaine. Je pense qu'on est autour de 350 verrières commémoratives de la guerre de 14. Alors, les sources, ben, voilà un bon exemple. Hein, la semaine religieuse, Barentin, inauguration de verrières commémoratives disparues. Donc, évidemment, si on visite l'église, elles n'avaient aucune autre mention. Elles ont été soufflées pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement, parce que les vitraux au 19e n'ont pas eu la même chance que nos verrières protégées, monuments historiques. Elles n'ont pas été déposées en 1939. Au vu de l'expérience de la guerre de 14-18, les monuments historiques ont fait déposer toutes les verrières protégées monuments historiques, et ce qui a permis de sauver quasiment l'intégralité de notre patrimoine ancien, mais pas les verrières du 19e siècle, du 19e siècle, parce qu'on n'avait pas du tout les moyens de déposer cette immensité d'œuvres. Donc, certains nombres ont été soufflés, énormément en Basse-Normandie, on s'en doute, mais beaucoup aussi sur les secteurs comme Rouen, très bombardés, sur les secteurs côtiers, etc. Une source très précieuse, mais beaucoup moins connue, sont les archives diocésaines paroissiales. Alors là, il faut aller les traquer. Bon, à Rouen, il y a quand même un service d'archives diocésain qui n'a pas donné grand-chose, mais en allant parfois, en entendant parler d'archives qui ont suivi des curés, etc., dans des combles, voilà. On a traqué des documents et on a eu la chance parfois de tomber sur des choses tout à fait précieuses, comme la mention de cette verrière offerte à la mémoire de 2 personnes mortes pour la France. Voilà. Donc là, c'est carnet de commande du curé, en fait, ni plus ni moins, qui précise au maître verrier que dans la chapelle de la Sainte Vierge, il y aura ces 2 verrières, et ça, ce sont les mentions manuscrites qui devront être portées sur les verrières. Voilà, pour illustrer le relais maître verrier, avec une très très belle verrière. Bon, là, j'ai un peu triché, c'est 1870, mais ça aurait pu être 14-18, et puis des associations qui ont été des relais relativement précieux. Alors, les œuvres prises en compte dans cette étude. Les verrières commémoratives. Alors, bon, évidemment, c'est le gros morceau du corpus, c'est-à-dire ce sont des verrières qui servent à se souvenir d'eux, voilà, au sens premier de la commémoration, donc généralement qui ont été données par des familles, mais pas seulement, qui ont été offertes par le curé sur souscription pour des paroissiens décédés pendant la guerre. C'est, on va dire, 80-90% du corpus. Voilà. Mais on a aussi, alors ils sont plus bas, voilà, l'ex voto, qui est plus difficile souvent à identifier. L'ex voto, qu'est-ce que c'est? C'est le vœu prononcé par un membre de la famille, un curé, personne, soit morale, soit physique. Si jamais le soldat revient au foyer, retourne dans sa maison, on offrira une verrière. Voilà. Alors la mention d'ex voto, elle est souvent, elle apparaît sur la verrière elle-même, et parfois c'est plus difficile. Et c'est littéralement dans le carnet de commande du maître verrier, quand on a la chance de l'avoir, il y en a malheureusement très très peu qui existent, ou dans les archives diocésaines, qu'on peut avoir cette subtilité, voir qu'il s'agissait d'un vœu prononcé pendant la guerre,
et qui a été exaucé. On a pris en compte les œuvres disparues ou déposées. Donc un certain nombre d'œuvres ont été disparues, comme j'ai dit, du fait de la guerre, du fait aussi parfois de changements esthétiques. Bon, alors c'est vrai que ce sont généralement des verrières auxquelles les curés ou le diocèse hésite à déposer. Ce n'est pas les verrières qu'on va choisir en premier. Ouais. Parce qu'il y a quand même une charge commémorative, il y a une histoire derrière, donc c'est un peu plus difficile de s'attaquer, j'allais dire, à ce type de verrière, mais il y a quand même eu quelques verrières déposées, souvent par souci de conservation, de préventif. D'ailleurs, il y a beaucoup de verrières qui sont très endommagées, la municipalité n'ayant pas les moyens de les restaurer, les a fait déposer. On a des cas un peu extrêmes où l'église a totalement disparu. d'Herville-en-Caux, voilà, bon, l'église jugée instable, à vide destruction, les verrières sont déposées, on verra ces verrières, elles sont désormais en caisse dans un atelier municipal, en attente d'un projet. Voilà, ça, il y a un certain nombre d'œuvres comme ça qui ont été... bon, on les a bien sûr prises en compte. Dans la mesure de possible, on a essayé de retrouver l'iconographie, de voir à quoi ça ressemblait. C'est très difficile parce que c'est pas non plus les verrières les plus photographiées du monde, vous en doutez bien. Et voilà. Bon, parfois c'est un peu frustrant, on n'a aucune trace, on sait qu'il y a des portraits qui ont disparu, mais c'est comme ça. Et puis, on a pris en compte bien évidemment tout ce qui est du domaine public, hein, c'est la majorité des œuvres, hein, c'est-à-dire dans des églises anciennes, mais il y a aussi la notion de la séparation de l'Église et de l'État, et du coup, le patrimoine diocésain des églises construites après la séparation ont bien sûr été pris en compte, mais également le patrimoine privé, c'est-à-dire les chapelles funéraires. Difficile à traquer également, difficile à connaître, souvent un bouche à oreille qui a fonctionné ou pas, on en a laissé passer. Moi-même, j'en ai vu une un jour et je ne l'ai jamais retrouvée. Je sais pas, elle se promène quelque part dans le pays de Caux. C'était très frustrant, j'ai passé des heures à essayer de me souvenir de cette chapelle, mais voilà, je l'ai pas retrouvée. Voilà, il y a des choses qui, vous le verrez, qui sont extrêmement évidentes, qui sont énormes même, et puis des choses qui sont extrêmement fines et ténues. Voilà, on a essayé de tout prendre en compte. Alors, au niveau cartographie, qu'est-ce que ça donne? Voilà, vous avez, là c'était un projet, hein, c'est noté, vous avez la carte, et vous voyez qu'une concentration évidemment dans les grandes villes, autour des agglomérations les plus importantes, mais pas seulement. Les zones un peu riches aussi ont donné, et puis les zones extrêmement rurales, comme toute la façade ouest de la Manche, où là il y a une concentration énorme. En fait, pourquoi? Parce que des régiments d'infanterie, beaucoup de régiments d'infanterie, beaucoup de pertes, en fait, beaucoup de pertes très tôt dans la guerre. 1914, premiers mois de la guerre sont des mois catastrophiques, et c'est là les régiments normands sont littéralement décimés. Voilà. Donc c'est là qu'on enregistre le plus grosses pertes, c'est là qu'il y a un véritable choc. On va revenir là-dessus. Il y a un choc qui se produit. On prend conscience de cette disparition et de cette disparition lointaine. En fait, les gens sont morts à l'est de la France. Est-ce qu'on reverra les corps? Est-ce qu'on pourra les inhumer décemment? Est-ce que voilà. Donc la verrière va exprimer aussi évidemment cette absence et cette mort seule en fait du soldat, cette mort difficile à supporter pour la famille. Une carte un peu plus fine qui ne fait que, ça c'est la carte définitive que vous trouverez dans le livre, qui ne fait que confirmer le zonage, mais de manière un peu plus précise. Les concentrations en rouge qui sont les zones où il y a le plus de verrières, parce que évidemment on peut donner une verrière, mais on peut aussi vitrer l'église intégralement si on en a les moyens. Vous verrez que certains curés ont profité de l'occasion pour dire bon, il est temps maintenant de consacrer entièrement l'église au souvenir, et on va lancer une vaste vague de souscriptions, on va en profiter pour rénover totalement ces verrières qui tombent en ruine, etc. Alors voilà, une premier ensemble de verrières, vous voyez, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces vitraux? C'est pas du tout commémoratif. Alors évidemment, mais ça peut être ça, voilà, ça peut être ça, le vitrail commémoratif, c'est-à-dire Fauville-en-Caux, à gauche, Boulanger,
Vous avez un décor très sobre, floral, voilà, il y a pas de soldats, mais il y a une intention qui figure ici. Voilà, vous avez une petite inscription de donation extrêmement discrète, tout en bas, tellement discrète qu'on a failli la louper. Évidemment, s'il n'y avait pas eu une mention quelque part dans un journal, on l'aurait probablement raté. Après, qu'est-ce que c'est aussi? C'est une scène religieuse classique, en fait, la plupart du temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par souci d'économie. Le maître verrier va tenter dans un premier temps j'allais dire, de replacer, mais c'est un peu ça le terme, il va tenter de s'appuyer sur une iconographie qu'il connaît déjà, qu'il a dans ses fonds d'atelier, il a des cartons, il travaille depuis des années généralement, et il va dire, écoutez, on peut vous mettre une petite inscription en bas qui ira bien, voilà, et moyennant la mort de Saint-Joseph, j'imagine, ou non, c'est pas ça, mais moyennant, moyennant cette illustration, on va dire, je ne vais pas m'aventurer plus, on va vous facturer une verrière à peu près 1000 francs, voilà, qui est un prix assez raisonnable pour l'époque. Et donc, la plupart des paroissiens ou des curés choisissent cette solution. Ça va être l'une des voies les plus répandues. Et puis, dernière verrière, là, vous avez strictement rien. En fait. Vous avez strictement rien. Et celle-là est connue par le plus grand des hasards, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une donatrice derrière, on sait qu'elle a donné pour quelqu'un disparu pendant la guerre, parce qu'on a retrouvé une archive qui nous le dit. Et donc, on l'a prise en compte, mais rien dans la verrière, graphiquement, ne permet de dire qu'évidemment, on est dans une verrière commémorative. Pourtant, il y a une intention commémorative là, cette fois. Voilà encore un autre exemple, vous voyez, remise du rosaire à Saint-Dominique, en apparence pas rien, et puis finalement petite mention, tout petit carré en bordure, tout en bas à droite, ex voto, ADLC, on ne sait pas qui c'est, et 14-18, voilà. Donc c'est vraiment léger. Et puis, quelque chose d'un peu plus parlant, classique, c'est la liste des soldats qui figurent dans l'église. Alors, c'est une liste qui est souvent surprenante pour les gens qui visitent le village parce qu'ils vont dire, mais en fait, je ne comprends pas, il y a un décalage entre le monument aux morts et la liste des personnes reportées sur cette verrière. Et bien, tout simplement parce qu'il s'agit de paroissiens. Il s'agit de paroissiens, c'est-à-dire de gens qui ont bien voulu, enfin de familles, qui ont voulu que le nom figure dans l'Église. Évidemment, ça écarte un certain nombre de personnes. Voilà. Donc il y a eu des choix. Ça nous met aussi parfois dans la bataille de clocher entre le maire et le curé. Hein, c'est-à-dire, ok, vous avez votre monument, vous n'avez pas voulu que le monument aux morts soit dans le cimetière, eh bien nous allons faire une verrière commémorative. Voilà. Il y a souvent cette réaction, même si globalement l'union sacrée fonctionne plutôt bien au sortir de la guerre, il y a quand même des communes dans lesquelles il y a eu une véritable bataille pour placer le monument aux morts, soit sur la place du village, devant la mairie, soit quasiment dans le cimetière, soit à côté de l'église. Et on a quand même des réactions de curés qui disent bon, ok, très bien, le monument est là, mais nous on va faire notre truc, on a notre projet, on va établir notre propre outil commémoratif. Voilà une verrière moderne, Vernon, très belle verrière, mais qui n'a rien à voir avec le projet initial, et pour cause, elle a été soufflée pendant la guerre, la collégiale a beaucoup souffert, mais là on a toutes les archives, on a le descriptif intégral de ce qu'était l'ancienne verrière. Par contre, on n'a trouvé aucune trace iconographique, on ne sait pas du tout comment elle était composée. On sait que c'est celle-là, c'était une 4 lancettes orientée, voilà. Donc j'ai fait cette photo il y a quelques années, et bon, c'est typique. Évidemment, la nature a horreur du vide, et donc il y a eu un projet, et puis on est aussi sur des fonds MRU, c'est d'ailleurs reconstruction, c'est pris en dommages de guerre. Donc
À partir du moment où la verrière a été détruite par fait de guerre, il y a un financement un peu tout trouvé et généralement on va partir sur un projet, une très belle verrière qui aurait sa place au musée du Verre. Alors on peut aussi avoir des choses quand même beaucoup plus signifiantes, beaucoup plus conséquentes. C'est des chapelles entières qui vont être dédiées, aux souvenirs. Alors la chapelle, voilà, là il y a un projet global avec de la mosaïque, du vitrail, un autel et puis des inscriptions, Dieu aime les francs, etc. Bon, vous voyez, on est dans le patriotisme dont parlait Eric tout à l'heure. On n'hésite pas à convoquer, on va le revoir dans l'exposé, on n'hésite pas à convoquer des illustres ancêtres, hein, du viking au normand, en passant par Jeanne d'Arc, etc. Voilà, on rappelle que le soldat s'inscrit dans une lignée de défense de la patrie. Voilà, il n'est pas mort en vain, et donc on va lui dédier une chapelle, voire construire une chapelle. Voilà, ex nihilo, sur une parcelle de terrain généralement donnée par quelqu'un qui a été impacté par la guerre, et voire qui a fait construire à ses frais sa propre chapelle. On a aussi des chapelles familiales entières, hein, voilà, des chapelles dédiées à une seule personne. Donc ça c'est arrivé. Et puis on a des ensembles extrêmement prestigieux, Flair, donc là qui est un projet magnifique, entièrement vitré, peint, meublé, etc. Bon, qui est protection monument historique, hein, désormais inscrit, je crois, et qui est vraiment un lieu assez spectaculaire. Voilà, qui a fait l'objet d'un projet décoratif d'ensemble complet avec fresques, mobilier, etc. Alors, ce vitrail commémoratif, d'où vient-il? Voilà. Est-ce qu'on démarre en 1914 directement? Voilà. Le maître Verrier, en 1918, il prend sa planche et puis il démarre une composition, pas exactement, en fait. Pas exactement. Le vitrail, c'est toujours comme la peinture, comme la sculpture, une continuation. Et il faut, en fait, se repartir un peu en arrière, quelques années avant, et voir l'impact de la guerre de 70 en fait sur le vitrail. On voit déjà apparaître de manière un peu de la même façon, hein. Donc là on est sur une verrière extrêmement intéressante de Bourrachard, donation du curé qui était le curé présent pendant la guerre de 70 à Bourrachard, donc qui a vu la guerre, qui a assisté à la charge des Prussiens que vous voyez là des deux côtés. Et donc, dans cette verrière offerte, elle est là, la mort de Saint-Joseph, dans cette verrière offerte par le curé, figure au tympan, tout en haut, ces deux mobiles qui résistent, enfin, qui ont l'air assez en avant-plan d'une charge de Prussiens. Il faut savoir que les Prussiens étaient à Bourrachard. Étaient à Bourterode, à Bourrachard, et donc il y a eu un épisode un peu traumatisant pour la population qui est ici rappelé. Donc il y a eu un certain nombre de verrières fait juste après la guerre. Donc, on est ici en 1876. Saint-Ouen-de-Touberville en possède aussi, du côté de Moulineau. Enfin voilà, les combats de la maison brûlée, etc. ont marqué les esprits dans l'heure. Donc il y a eu des verrières offertes. Et bien sûr, ces verrières de 1870, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a déjà tout en germe. En fait, on voit l'attachement évidemment patriotique qu'on cherche à démontrer du soldat, qu'il soit mobile ou soldat de ligne, et puis surtout sa foi. Voilà. Donc il y a beaucoup de verrières de 70 qui vont reprendre le thème religieux et l'accompagnement notamment du Sacré-Cœur de Jésus auprès des zouaves pontificaux. Voilà, ça sera l'objet d'une autre conférence. On prend date. Il faut me laisser encore quelques années. Je travaille sur 1870. Alors, si vous avez des choses, je suis preneur. Voilà. Un autre écho 1870, mais plus tardif,
du Hamel Maret, qu'on connaît bien dans l'Eure, voilà, mais qui a travaillé ici près de Fécamp et qui a donné cette verrière dont on va trouver un écho ici en 1925. Voilà. Donc vous voyez le thème du Sacré-Cœur que j'évoquais, c'est-à-dire la France repentante. Pourquoi repentante? Parce qu'elle s'est éloignée de l'Église. C'est ça le message religieux en 1870. La France repentante offre la maquette du Sacré-Cœur au Sacré-Cœur de Jésus et fait acte de contrition en quelque sorte en s'engageant à se rapprocher de l'Église. Et on retrouve la même idée, donc la France offrant l'étendard du Sacré-Cœur, à nouveau cette relation très très forte entre la France et l'Église, qui est vraiment le message numéro un des verrières commémoratives. Alors, une étape extrêmement importante, je vous le disais tout à l'heure, le 1914, le choc des premiers mois, et le vœu de Monseigneur Fusé pour Rouen, mais Monseigneur Bardel pour C, par exemple, le vœu des archevêques en vue de protéger la ville de Rouen de l'invasion, et donc le vœu de Monseigneur Fusé qui fait suite à un vœu prononcé déjà par son prédécesseur en 1870, dans cette même église de Bonsecours, Notre-Dame de Bonsecours, près de Rouen, érigée en 1843. Notre-Dame de Bonsecours, c'est vraiment la chapelle des vœux de protection. Et Monseigneur Fusé va non seulement émettre le vœu de donner une statue à Bonsecours et de promettre une procession annuelle à Bonsecours, mais il va dédier complètement une chapelle de la cathédrale de Rouen qu'on va nommer Chapelle du Souvenir. Malheureusement, elle a disparu en 1944, mais il a donné le là en quelque sorte, c'est-à-dire il va ébaucher ce qui va devenir l'ensemble commémoratif à reproduire un peu partout, hein, c'est dit comme ça dans la presse, c'est-à-dire il vous faudra une chapelle, un autel, une pietà si possible. Bon là à Rouen on avait déjà une très très belle pietà du XVIIe siècle, donc qui a été déplacée et mise dans cette chapelle, un vitrail, et puis surtout la liste des noms, la liste nominative des disparus qu'il faudra inscrire. Alors à Rouen, c'était très particulier, c'était des plaques de cuivre qui étaient gravées au fur et à mesure et qui étaient posées dans la chapelle. Donc il y a eu un ensemble, malheureusement, on n'a quasiment aucune photo de cet ensemble. Donc le vœu de Monseigneur Fusé, qui va lancer en fait en quelque sorte l'élan commémoratif, l'élan votif aussi, dans les campagnes, qui sera largement relayé. Alors toutefois, pour le maître verrier, l'image, elle reste totalement à construire. Je vous ai parlé de 1870, mais c'est un peu anecdotique. Quelques maîtres verriers ont travaillé à cette époque-là, mais la plupart sont confrontés à une commande tout à fait inédite. Voilà. Donc ils s'en sortent très bien pour la plupart en proposant des listes nominatives que je vous ai parlé, mais il est des curés très exigeants. Voilà. Il y en a qui ont des idées très précises, et dès lors, ils vont demander une iconographie un peu spécifique, un peu renouvelée, et qui va amener parfois les maîtres verriers très très loin. Donc on a des courriers interminables de conflits entre le maître verrier et le curé qui refuse les maquettes, etc. On va avoir quelques exemples. Donc l'iconographie est presque inédite, il parle de rien, il va falloir répondre à la commande. Donc les fonds d'atelier, leurs sources, ils sont fort démunis. Vous savez, les maîtres verriers travaillent comme la plupart des artistes. Ils ont des classeurs, ils ont des dossiers, et puis ils regardent ce qu'ils peuvent redonner aux clients. Alors l'idéal, c'est d'avoir déjà créé un carton et de pouvoir le revendre en quelque sorte, donc diminuer le coût de production, le client est content, il sait sur quoi il s'engage, parce qu'il n'a qu'à aller voir dans la commune ce que ça donne, et puis voilà, il pourra confirmer sa commande. Mais pour autant, là, même au niveau papier, au niveau gravure, on a très peu de choses. Donc évidemment, ils vont tous s'abonner
massivement au magazine pour avoir des photos, pour essayer de trouver des choses à transcrire. On va voir ça. Et puis ce mélange qu'il va falloir gérer de sacré et du profane, c'est-à-dire de comment introduire, un soldat de la République dans une iconographie religieuse. Comment arriver à fondre ces deux éléments sans paraître complètement, sans que ça paraisse trop curieux. Voilà. Il va falloir trouver des subterfuges visuels pour pouvoir faire passer ces éléments qui ne vont pas, qui ne coulent pas de source, je dirais, d'origine. Alors, bon, voilà les fonds d'atelier typiques. Hein. Vous avez une gravure. Le commanditaire veut un sacrifice d'Abraham. Eh bien, le maître verrier va s'appuyer sur cette gravure qui a. Alors, donc, les Bibles illustrées sont une source inépuisable de gravures, fournissent des gravures pour les maîtres verriers, et tous les maîtres verriers ont dans les fonds d'atelier ce type de gravure qui leur permet de faire face à peu près à toutes les demandes. C'est pas nouveau, on le voit depuis toujours, depuis qu'on a du vitrail, on voit des récupérations intégrales ou partielles. Donc là, chose assez intéressante, c'est les enlevis, c'est pour ça que j'ai choisi les enlevis. Le fameux diable dont on avait fait une affiche à une époque, qui est issu de la jeune fille et la mort avec de Durin. Voilà, récupération vers 1513. Voilà, vous voyez, c'est pas nouveau. Et puis, c'est pas propre au vitrail non plus. Là, voilà un tableau que j'ai eu la chance d'étudier. Vous voyez qu'il va s'adapter au centimètre près à une gravure ancienne, la mise au point. Évidemment, la gravure est petite, le tableau est très grand, mais vous voyez que le peintre, alors soit ça a été recadré, coupé, mais en tout cas, lorsqu'on fait la mise au point, la mise à grandeur, on voit que la gravure a exactement servi de modèle à ce tableau. Il en va de même pour les vitraux. On retrouve souvent d'ailleurs dans les fonds d'atelier des grandes gravures d'éditeurs pontificaux ou autres qui sont mises au carré de manière à pouvoir être transposées sur des cartons. Alors on va rentrer là plus directement dans le cœur du sujet. Alors il faut savoir que à partir l'iconographie sur la guerre de 70 va connaître un certain engouement avec des peintres comme De Neuville et autres, et puis va un peu tomber dans l'oubli, disons après, pour connaître un renouveau 20 ans après, au moment où se créent des associations comme le Souvenir français, etc., et où l'esprit de revanche commence à prendre un peu le pas sur l'aspect purement commémoratif. Donc là, on va toucher deux aspects des verrières qui vont se créer à cette époque, entre la fin de la guerre de 70 et la guerre de 14. On voit apparaître brusquement, vers 1890-1900, des verrières commémoratives de la guerre de 70. Donc les peintres s'en sont donnés un peu à cœur joie, j'allais dire, parce que les uniformes étaient très beaux. Bon, là, c'est un cuirassier, mais on a des lanciers en grande tenue, etc. On a fait la guerre dans ces tenues, et en 14 encore. Et donc, voilà, il y a eu dans les salons, donc là en 1895, alors cette toile a été relativement éreintée, on n'a pas tellement apprécié, mais elle a connu finalement un succès. Elle a été gravée, donc là on touche évidemment au vecteur intéressant, parce que qui dit gravé dit diffusé, et puis on va s'apercevoir qu'il y a des maîtres verriers vont s'en emparer. Donc là on est avant la guerre de 14, c'est Mazuet, maître verrier de Bayeux, qui s'empare du sujet et qui recompose la verrière. Alors là, on n'est pas évidemment sur une copie conforme, mais on voit bien l'inspiration, avec notamment le cuirassier au sol, sous son cheval, et puis on a rajouté des mobiles, on a bricolé un peu comme on a pu. Évidemment, l'espace de la verrière est très contraint. Il faut savoir aussi que quand on est dans une série de commandes de verrières, pour
assurer l'unité de style, on va souvent mettre des dés architecturés, voilà, qui vont réduire encore l'espace. C'est-à-dire toutes les verrières vont avoir le même type de décor, mais pour autant vous allez perdre 10 à 15, voire 20% de l'espace. Vous avez ce meneau central qui est très contraignant, donc on est sur une verrière à 2 lancettes, ça va obliger le maître verrier à faire pivoter la croix, aspect un peu étrange, mais très pratique, parce que sinon, évidemment, le Christ serait masqué par le meneau, il n'y aurait que les 2 bras qui émergeraient, l'effet serait un peu désastreux. Donc tout ça doit être évidemment composé en atelier. Et voilà, on a cette verrière un peu ramassée, un peu tassée, euh, qui va trouver ensuite, qui va être reprise par le même atelier, donc avec probablement le même carton, mais remise au goût du jour, si je puis dire, avec des soldats de la guerre de 14 après la guerre de 1914-18. Donc là, coup de chance, il y a une seule lancette, le Christ peut revenir dans une position faciale, et puis on va comme ça, en fond de paysage, placer du décor très caractéristique de la guerre de 14, c'est-à-dire des ruines, beaucoup de destruction. Voilà. Les codes nouveaux sont un peu là, c'est un peu étrange, évidemment, on a le Christ au milieu du champ de bataille, qui apparaît, et puis ces soldats qui déambulent autour, dans une architecture gothique, Renaissance, un peu, voilà, il y a un mélange des genres, un peu curieux, mais qui va être un peu la caractéristique de ces verrières. On voit quand même que c'est contraint, c'est difficile, et qu'on a perdu la force, quand même, la force de cette évocation. Alors ça peut être traité différemment, et on voit que Merklen, qui était un autre atelier, lui a quand même compris qu'il valait mieux épurer un peu le sujet, avait proposé cette version qui est quand même plus proche de l'origine, dans une autre église, Fernandville, donc on est dans la Manche. On parlait de Vierge consolatrice, c'est pas la même, mais voilà, un autre, des verrières comme ça qui se répondent dans des lieux différents, évidemment, évoquent une source commune. Bon, là, c'est très facile, le tableau est très connu. William Bouguereau, La Vierge consolatrice, salon 1877. Donc, on n'est pas loin de la guerre de 70. On a cette femme éplorée qui, on l'imagine, symbolise la France, et peut-être cet enfant mort qui symbolise probablement les provinces perdues. Voilà, il y a une arrière-pensée, et puis la Vierge qui vient consoler cette France en deuil. Alors, autre type de source, évidemment, c'est la photographie. Je vous ai parlé de la photographie. On reviendra plus avant sur la photographie, mais celle-ci est très intéressante. C'est une photo de l'agence Meurice, une plaque de verre qui est conservée à la BNF, et qui montre une messe en campagne. Et là, on voit ces troupes d'entrée de guerre. Hein. On est en 14, pardon. On est en 14. Et avec un hôtel portatif, l'élévation de l'hostie en pleine campagne, peu avant de monter au front. Donc une image assez impressionnante qui n'a pas manqué justement d'avoir une évolution, puisqu'elle a été publiée en carte postale, donc largement diffusée. Et ce côté un peu de composition, à frapper les contemporains, et notamment un personnage qui s'appelle Henri Gervex, qui était peintre, alors pas du tout spécialisé dans la guerre, pas du tout spécialisé dans l'art religieux, dans le commémoratif, c'était un peintre mondain, dont on voit des œuvres dans les salons, à Bordeaux, au musée de Bordeaux, une œuvre assez célèbre qui avait fait un grand scandale, et voilà, c'est plutôt un peintre mondain, mais à cette époque-là, les peintres un peu âgés vont s'engager en créant des œuvres qui seront revendues dans des tombolas, dans des loteries, de manière à aider au financement de la guerre. Voilà, donc il a donc publié je sais pas ce qu'il faut, voilà. Il a donc publié ce tableau qui est apparu dans le Pèlerin, et
qui a été repris. Voilà, donc là, on est à Rouen, et vous voyez la composition. Voilà. L'élévation, c'est resserré, c'est recadré, mais vous avez cette verrière, là, cette petite verrière, petit panneau qui est au niveau de l'école normale de garçons, là, dans la chapelle de l'école normale de garçons, Bosco, sur la route de Bosco. Autre aspect important, toujours à gérer, à considérer pour les maîtres verriers, on l'a vu, vous avez vu l'espace très contraint, l'espace et le temps sont deux choses très difficiles à rendre dans le vitrail. Or là, on va devoir évoquer un espace lointain, donc éloigné des gens qui sont restés en Normandie, des femmes, des enfants, le curé, et puis évoquer cette espèce ce front un peu lointain, dont on ne sait rien finalement parce on a très peu de cartes postales, très peu d'informations. Et donc, très habilement, Jean-Baptiste Devigne, qui est un maître verrier de Rouen, va ouvrir une petite capsule temporelle. Vous voyez, cet écran de fumée, l'encens probablement, et on va développer l'image du front en arrière-plan. Et ça, c'est un procédé qu'on avait déjà vu dès le XVIe siècle, avec cette très très belle fuite en Égypte de Saint-Vincent. On voit s'ouvrir une petite capsule dans les blés, là. Vous voyez le plomb de contour, et puis les blés dessinés autour. Et c'est la fameuse épisode du miracle du blé, où les soldats romains cherchant le Christ, enfant, et la Vierge et Joseph qui fuient, disent, ils sont passés il y a combien de temps, et le fermier leur répond, les blés étaient coupés. Et en fait, là, les blés sont très hauts. Je venais de semer les blés, et les blés sont très hauts. Donc, ils abandonnent la poursuite parce qu'ils se disent qu'évidemment, ils n'ont aucune chance de rattraper le couple qui, pourtant, n'est pas si loin. Voilà. Donc, ce petit procédé, subterfuge, typique des maîtres verriers un peu inventifs. Donc là, Devigne, dans un espace très contraint, une petite mandorle là, très resserrée, va nous ouvrir une fenêtre, un horizon, vers ce front qui fait tant peur aux gens qui sont dans l'attente. On voit aussi apparaître donc on a parlé des gravures, évidemment les cartes postales, tout ce qui est reproduction va jouer un grand rôle. Donc on a cette mention là d'une carte postale d'un peintre, voilà, un tableau qui a été réalisé pour les Invalides en 1916, qui montre une mise au tombeau sur le fond. On inhume, c'est une fosse commune, hein, les plus on ne voit pas très bien là, dans le fond, mais il y a d'autres corps qui sont amoncelés. On ramasse littéralement les corps sur le terrain et on va les mettre dans une tranchée qu'on va recouvrir. Voilà, bon. Et puis le gradé et l'aumônier militaire et un soldat assistent à la scène. Voilà, quelque chose d'assez fort qui provient en fait d'un tableau. Alors, il y a le Panthéon, mais ça sera repris par Aubert à Montbéliard, dans l'église de Montbéliard, grande toile marouflée, qui sera elle-même aussi éditée en carte postale. Donc, on a deux sources importantes pour cette scène. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on est au nord, dans la chapelle nord de l'église de Montbéliard, et Aubert avait fait en 1902 une mise au tombeau. Donc là, la relation entre le Christ et le soldat, elle est très claire. On est ici sur la chapelle sud, et ici la chapelle nord. Voilà, vous avez le même type de composition, et donc il établit un lien très très fort entre le sacrifice du Christ et le sacrifice du soldat. Évidemment, ça ne manquera pas d'être pris. Alors Devigne, que j'avais évoqué tout à l'heure, on a fait deux versions, dont l'une, celle-ci, est un photomontage parce que les panneaux sont en caisse. C'est la fameuse église détruite dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui est presque la copie conforme. En fait, si vous regardez bien, on n'a pas le temps de jouer à ce jeu-là, mais la composition est un peu décalée parce que la verrière est moins large, et donc il a réadapté son carton.
vous voyez aussi quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans cette représentation de la guerre. Il a fait une version assez sobre, je dirais, et puis une version beaucoup plus rude, avec du sang notamment, hein, du sang. Alors probablement à la demande du commanditaire. Il y a un décalage. Alors, je ne sais pas si le commanditaire lui a demandé de retirer le sang ou d'en rajouter. Je pense qu'il a plutôt demandé de retirer, mais j'en sais rien. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir comme ça deux options, deux versions de la même verrière. On ne sait pas du tout là si Devim a été honnête et s'il a dit que cette verrière était unique. Je ne sais pas. Le problème qui s'est posé pour les monuments aux morts, d'unicité d'œuvre, c'est parfois posé pour les vitraux également. Bon, là, on n'était pas très loin. Il est probable que les communes se connaissent. Bon, une scène assez typique. Donc, voilà, le Christ vient soutenir un soldat, un autre soldat au sol. Bon, là, il n'est pas question de sang. Donc, on va retrouver un peu le même phénomène qu'on a retrouvé dans la sculpture, dans la statuaire, qui a été beaucoup reproché par les artistes, les critiques d'art, les vrais critiques d'art qui allaient au salon, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ces poilus d'opérette, voilà. Donc c'est évidemment c'est une guerre qui est un peu recréée, qui est un peu fantasmée. C'est pas en mettant 2-3 débris en arrière-plan qu'on va arriver à rendre la réalité de la guerre. C'est extrêmement difficile. Bon, alors le maître verrier, il a fait avec les moyens du bord et avec aussi ce qu'il savait faire, c'est-à-dire toute sa vie, il a créé des sangs un peu immaculés, un peu voilà, très, très lisses sur eux. Ben, il va faire des soldats un peu de la même manière, même si il essaie de leur donner un air un peu affligé. Évidemment, on imagine que celui-ci est quand même blessé. Et d'où vient cette image? Eh bien, tout simplement, là, on a eu beaucoup de chance. C'était la première. On a trouvé le livre paroissial, ma collègue Sophie Delaunay a trouvé le livre de paroisse et alors le véritable journal de bord du curé qui avait collé un faire-part de décès qui était lui-même illustré. Donc on a trouvé une nouvelle source qui était absolument inédite pour nous, je crois qu'elle est relativement inédite, c'est en fait l'imagerie des missels. Les missels, l'imagerie religieuse qui va se développer à la fin de à la fin de 1914 et vers 1915. Là, le pli est pris, les éditeurs, ceux qui fournissent les gravures classiques, les gravures religieuses, vont se dire, bon, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Ils vont prendre des artistes et leur demander de créer cette image dont on a tant besoin. Voilà, pour les missels, donc vous allez avoir des missels complets, hein, illustrés avec des choses comme ça, des petites vignettes, et puis évidemment les faire-part de décès, qu'on ne va pas manquer de commander, et dont on veut une illustration, toujours avec cette idée que le soldat n'est pas mort seul, en fait, voilà, qu'il a été soutenu par le Christ au dernier moment. Voilà le gros plan. Donc là, vous avez l'éditeur parisien, souvent pontifical, mais pas seulement, avec cette image. Donc on voit là clairement, il n'y a aucun doute, la source d'inspiration. Évidemment, bon, le maître verrier a rajouté quelque chose. On n'a jamais 100% conforme, hein, quand même, mais parce qu'il y a les contraintes techniques de la verrière, bien sûr, et puis parfois il a des idées ou des demandes très précises du curé. Je ne l'ai pas illustré là, mais on a une verrière extrêmement curieuse dans une église. On voit que toute la partie haute est blanche. Voilà, parce que le curé a dit je veux faire des économies de chandelle. Il l'a écrit. Et donc, hors de question de me mettre de la couleur jusqu'en haut. On a un budget limité. Donc, alors voilà, il y a une verrière commémorative. Il avait déjà fait la demande précédente à un autre maître verrier. Et donc, Boulanger, qui travaillait sur cette verrière commémorative liée à un torpillage de bateau, il a dit bon, bah, ok, il a dû s'adapter. Alors, il a fait un truc extrêmement bizarre. Bon, et le pauvre, il n'avait pas beaucoup de choix. Voilà un autre exemple très frappant aussi de réappropriation d'une iconographie. Alors, ces artistes qui ont travaillé sur ces gravures sont souvent très, très peu connus. On a beaucoup de mal à les tracer, souvent des artistes de deuxième zone, si je puis dire, voilà, qui n'ont pas eu des carrières. Bon, ils étaient dans l'illustration. Certains, on en a retrouvé certains plutôt sous l'aspect publicitaire. Voilà. Certains ont travaillé pour la publicité, ont travaillé pour des marques publicitaires ensuite, mais la plupart sont d'illustres inconnus.
Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur l'atelier Lorrain, voilà, Chartres, grosse force de frappe, atelier qui n'est pas un atelier local, on y reviendra, et qui va pouvoir décliner à l'envie, en fonction de la demande, la même iconographie. Voilà. En faisant quand même attention de jamais reproduire totalement la même œuvre. Roberto, très belle verrière de boulanger, assez étonnante, avec le Christ qui soutient donc une religieuse qui présente un soldat et qui implore le Christ de prendre en compte ce paroissien, et puis une messe avec une élévation d'hostie derrière. Donc là, c'est d'autant plus surprenant qu'on retrouve cette partie, voilà, c'est ça qui nous a alertés, on retrouve cette scène dans la Manche. Dans la Manche. Alors évidemment, ça voulait dire qu'il y avait un modèle derrière. Et là, on a eu beaucoup de chance. J'ai travaillé avec le Carmel de Lisieux. En fait, les religieuses qui sont très modernes et qui ont désormais un service com, etc. Et une bibliothécaire qui m'a dit, mais on a énormément de choses, on a beaucoup de gravures comme ça qui montrent des soldats. J'étais prêt à aller à Lisieux, mais tout était numérisé, je vous envoie ça, hop, oui, transfert, bon, c'est parti. Et voilà, elle m'a envoyé bon, celle-ci, mais aussi celle-ci qui est quand même beaucoup plus parlante, qui est exactement l'application. Donc ça a été pour nous, vraiment, ça, ce jour-là, c'était la bonne journée. On a pu mettre comme ça, on a pu trouver plusieurs, comprendre comment l'iconographie de plusieurs verrières s'était constituée. Et pour couronner le tout, j'avais une mission d'urgence à Elbeuf. Je devais faire une photo et j'ai vu cette messe de Boulanger 1890 qui a été remployée derrière. Alors pas le carton parce que le carton est trop grand, mais la maquette. Voilà comment on a pu réutiliser, comment se compose une œuvre. C'est une sorte de puzzle avec un avant-plan, un arrière-plan, et c'est rare d'avoir la chance comme ça d'avoir tous les éléments pour une seule verrière. La source, donc Atelier Mauméjean, la source d'inspiration, elle peut aussi être largement proche de la statuaire, en fait, du monument lui-même. Alors on le voit très bien avec cette verrière. Donc deux exemples. Là c'est Bernay, c'est sûr. Et vous voyez ce corps emmené par la postérité, par un angélé, et puis la France qui couronne un soldat, ou l'âme d'un soldat. Voilà, on retrouve ces éléments-là dans cette verrière de Gagny. Voilà. On va parler maintenant des ateliers. Alors évidemment, la prime, j'allais dire, la prime, c'est quand même à proximité des ateliers locaux avec lesquels on a travaillé depuis des années, confiance. Donc, on va prioritairement travailler localement. Mais on est à une époque, donc maintenant on est vraiment dans les années 20, où le vitrail est devenu extrêmement concurrentiel. Je vous ai dit tout à l'heure, 1880, 90, vraiment l'âge d'or pour le 19e siècle. Et puis après, les commandes vont commencer à s'effondrer. Voilà. Et les ateliers vont fusionner, ça va se resserrer. Les moyens de transport vont augmenter, les possibilités, le chemin de fer, le camion, 1920, évidemment, tout le camion, et la publicité. La publicité, donc les articles. Le vitrail est un produit commercial comme un autre, et donc vous avez des catalogues, les maires vont recevoir des catalogues, des offres de très grands maîtres verriers, donc parisiens ou autres, et vont pouvoir avoir connaissance des tarifs qui sont parfois extrêmement concurrentiels. Voilà. Et d'autre part, dans les ateliers locaux, vous avez un relationnel qui est parfois compliqué avec des patrons qui sont installés depuis longtemps, qui ont décidé de ne pas faire d'efforts, qui ne veulent pas comprendre la commande du curé. Et donc ce dernier va facilement se tourner vers des ateliers plus souples, capables de répondre à la commande.
Donc il y a ces deux aspects. Voilà. On a comme ça, principalement dans la Manche, des échanges très savoureux. En fait, le curé fait recommencer 15 fois, coule quasiment la boîte en fait. Hein. Il fait recommencer les verrières, il n'est jamais content. Il a quelque chose précis en tête, il veut quelque chose, et le maître verrier n'arrive pas à l'exprimer. Voilà. Donc, des fois, il y a des changements assez radicaux. Donc, Alors, le premier atelier, c'est, j'allais dire tout seigneur, tout honneur, parce que c'est un atelier sur lequel je travaille depuis très longtemps et je ne désespère pas de faire un ouvrage de ce type-là sur cet atelier. C'est l'atelier Rouennais Boulanger qui a vu le jour dans les années 1870. Là, c'est très intéressant parce qu'on a une verrière qui est datée 1916. 1916, offerte par le curé, donc une très très belle peinture qui est en fait qui est inspirée de la fameuse Pietà du XVIIe siècle dont je vous parlais, qui est présente à la cathédrale de Rouen. Voilà. Donc là, une commande de 1916, c'est écrit guerre de 1916. Donc, monsieur le curé, on espère que la guerre va s'arrêter, mais c'est un blanc quand même. C'est intéressant parce que c'est probablement la dernière verrière réalisée du vivant de Jules Boulanger, qui meurt en 1916. Voilà. L'atelier sera repris par sa veuve, continuera bon an mal an jusqu'en 1924, faisant pas mal de verrières commémoratives avant de fermer totalement. Et donc, très gros atelier boulanger, qui aura réalisé plus de 1000 verrières en Haute-Normandie, en ex-Haute-Normandie, un corpus considérable, et puis plusieurs je sais pas, 2 dizaines, je pense une vingtaine de verrières commémoratives, dont beaucoup ont disparu. Voilà un travail de l'atelier Boulanger qui date d'après 1916. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à plusieurs titres, parce que vous avez deux mains. Voilà. On voit très bien que le traitement du Christ, notamment, est beaucoup plus naïf, beaucoup plus léger ici, et même du soldat. Là, c'est une gravure qu'on n'a jamais trouvée. La source, on ne la connaît pas encore, mais évidemment, ce soldat avec la main fléchie, on l'a vu ailleurs aussi. Et donc, il y a un modèle derrière, peut-être avec le décor de fond. Bon, les deux verrières, alors là, pour le coup, c'est quasiment le même carton. Ça sort du même atelier. Mais il y a deux peintres totalement différents. Et vous voyez aussi cette chose absolument étrange, qui est l'apparition de tanks, de canons, d'un avion, même ici, qui survole la croix. Donc ça, c'est assez inédit. Hein, dans une, voilà. Et puis les ruines derrière qui évoquent autant l'agonie du Christ qu'une ville, d'une ville martyrisée par la guerre. Voilà, avec tous les éléments du champ de bataille, les corps, les débris, etc. Boulanger. Ensuite, Massuet. Alors là, c'est le deuxième très gros atelier. Bayeux. Voilà. Alors Massuet avec une peinture qui est parfois exceptionnelle. Là, je vous montre ce qu'il y a de mieux. Avec le seul exemple de personnes noires représentées dans les verrières. Le seul tirailleur qu'on connaisse, il est là, dans les verrières normandes. Donc c'est assez remarquable. Donc souvent une mise en scène un peu grandiloquente, avec c'est tout cette élévation vers le Sacré-Cœur, tous ces soldats qui ont la même apparition en même temps, mais vraiment incontestablement une très très belle peinture, probablement due à Henri Massuet, qui était le fils du Massuet fondateur de l'atelier. On revient à Lorrain, et là vous avez un exemple intéressant d'une reprise avec l'échange, donc la maquette, parce qu'on appelle la maquette, hein, un dessin qui va permettre au curé de se faire une idée. Et d'ailleurs le curé note, ou alors Lorrain, supprimer l'architecture, la remplacer par une... pas très bien, bref, voilà, ça donnerait ça. Vous voyez qu'il n'était pas d'accord, justement, pour se faire manger trop la verrière par l'architecture. Il trouvait que ce n'était pas adapté. Donc il a préféré un décor végétal qu'il a imposé. Alors Lorrain, très intéressant, parce que là, malheureusement, c'est pas la région.
on n'est pas dans la région, mais on a toutes les archives des ateliers Laurent, voilà, toutes les archives, et on a vu cette commande, elle a un nom, voilà, soldat mourant, je ne sais plus, et en fait, on a des références d'un pantographe. Des références pantographes, c'est quoi? C'est cet outil qui vous permettait, à partir d'une maquette, d'agrandir ou de diminuer votre dessin, c'est-à-dire votre carton. C'est-à-dire qu'il suffisait que le curé dise, bah voilà, ma verrière, enfin, les ouvriers de chez Laurent plutôt, parce qu'il fallait être précis, quand prenaient les cotes, et puis ils disaient, bah voilà, on a 2,25 m dans dans les ferrures, et donc le dessinateur, il calait son pantographe pour 2,25 m et il vous sortait un carton. Et donc cette iconographie, c'est pas 2 fois, mais c'est 10 fois qu'on l'a retrouvée. Mais à chaque fois, elle était légèrement différente, ce qui permettait probablement, pas la preuve, mais à l'atelier Laurent de ne pas avoir de procès pour avoir vendu une œuvre non unique à tel ou tel curé. Voilà. Mais il y avait une adaptation permanente de la verrière. Donc ça fait partie des ateliers qui ont très grosse force commerciale, comme Champignol, Lorrain, des ateliers venus d'ailleurs ou des ateliers parisiens, qui ont véritablement une politique commerciale agressive, on dirait aujourd'hui. Et puis, à contrario, vous avez des maîtres verriers quasiment inconnus, Marcel Cumont, dont on avait une seule verrière connue, dont je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas travaillé en fait chez Devime, tout simplement. C'était peut-être un peintre verrier de chez Devime. Et Marcel Cumont, son nom, là, il a tenu à presque rien, en fait. Voilà, parce que ces verrières étaient attribuées à Devime. Et on a pris des photos, hein, comme je le disais, on a pris des photos. Alors, on a la chance d'avoir des photographes professionnels et des photos en extrêmement haute résolution. Donc, un jour, en classant ces photos, voilà, j'ai zoomé, je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette bataille, c'est un peu confus. Cumont, c'est pas un grand peintre, on le voit tout de suite. C'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, les changements de couleurs, tout ça, c'est pas très fluide. Hein. Vous avez sûrement du mal à vous repérer dans le paysage, ben moi aussi. Mais voilà, ce qui était extrêmement intéressant, donc là, on a la vue d'ensemble avec ces portraits un peu maladroits, mais finalement très touchants. Et on a cette petite notion là, cette petite inscription qui est minuscule, vraiment minuscule en bas. C'est marqué souvenir. euh, alors Marcel Cumont, Rouen, La Barricade, Neuville-Saint-Va, 1915, La Targette, qui était le hameau. Et Marcel Cumont, donc j'ai fait des recherches, j'ai réussi à le retrouver dans les registres matricules. Il a été engagé, il a fait tout son temps de soldat, il est engagé en 14 et il a vécu en fait. Lui, il a vécu les scènes de combat, et ce qui fait qu'on a une rare représentation de combat qui n'est pas totalement idéalisée, qui n'est pas décor d'opérette comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment du vécu. Il était à la Targette, on peut vérifier les angles, on a des photos d'époque, il était présent, il a travaillé d'après ses souvenirs. Donc ça c'est assez émouvant, même si évidemment c'est pas un grand artiste, et il a laissé que 2 verrières. Enfin, du coup, je vais attribuer une autre verrière qui est très très proche dans un village juste à côté. Voilà, personne dont on sait très peu de choses. Et puis, Devine, dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, quelque chose d'assez spectaculaire. Il faut quand même imaginer qu'on est dans une église. Voilà, on a un vitrail. Bien sûr, on est habitué au Christ souffrant. Mais le corps martyrisé d'un soldat, voilà, dans une verrière, c'est pas si évident, avec ces traces de sang qui ont été rajoutées. Devime, soldat qui est engagé aussi. Voilà, c'est un maître verrier. Donc on a peut-être un clivage entre deux types de maîtres verriers, des ateliers commerciaux qui ont probablement des peintres qui ont participé au combat, etc., mais qui vont produire des œuvres un peu plus lissées, et des maîtres verriers qui vont, eux, exprimer sans concession la guerre, en montrant des victimes, des vraies victimes, des personnes déchiquetées, dont les vêtements sont en lambeaux, qui certes meurent dans les plis du drapeau comme les autres, mais un drapeau aussi déchiré, ensanglanté. Et on voit aussi que Devime avait l'expérience des tranchées, parce que cette petite messe en comité réduit dans les tranchées, c'est exactement ça aussi. Ça ne s'invente pas, en fait. Voilà, il l'a reproduit. Alors peut-être qu'il a travaillé d'après une image, mais il y était. Et d'ailleurs, quand il est revenu et qu'il a repris l'atelier, il a précisé, de retour du front, Devime
euh, voilà, il a bien fait valoir que lui, il y était. Dans sa publicité, il a été gazé, ce qui l'a pas aidé. Enfin, il a dû abandonner une partie de son activité qui était en fait, les verres de vitrine, les verres dépolis qui demandaient des traitements à l'acide et des sablages et il ne pouvait plus du tout supporter. Donc il s'est consacré vraiment 100% au vitrail, alors que s'il n'y avait pas eu la guerre, probablement il serait allé vers quelque chose de beaucoup plus commercial et il aurait travaillé beaucoup plus les devantures de vitrine puisqu'il y avait une très très forte demande. Les grandes thématiques. Alors on va aborder le cœur de la commande en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher à exprimer dans ces... On a parlé du souvenir, mais on va parler de celles qui ont, principalement celles, qui ont protégé le soldat pendant la guerre. Et en tout premier lieu, la Vierge, qui est patronne de la France, patronne numéro 1 de la France, alors qui est souvent représentée en pied, voilà. Alors, on a vu des exemples. Là, c'est plus subtil. Vous voyez, la référence est une statue, une Vierge à l'enfant, avec une tombe de soldats à côté, la cathédrale de Reims derrière, qui est en flammes, Donc on voit déjà le désastre. Hein. Alors les vitraux de la cathédrale de Reims, à l'époque, ont disparu. Donc ça, c'est le grand traumatisme français. Hein. Les églises n'ont pas été épargnées, les cathédrales non plus. Et puis ce bouclier avec la lance là-bas, la main de Dieu passe par les fronts, donc en référence à Charlemagne, voilà, référence, tout est en place pour créer une image finalement relativement sobre, mais avec une force patriotique assez marquée, et puis surtout cette protection de la Vierge qui domine cette tombe. Voilà, la Vierge qui est, on ne peut pas faire plus explicite, elle est au pied de la croix, elle regarde son fils, et puis la veuve ou la mère qui présente également son fils à la Vierge, cette fois qui regarde en direction de la Vierge, donc dans une composition très resserrée qui nous interroge, parce qu'on a retrouvé l'un des premiers, voilà, l'un des premiers éditeurs à avoir réagi, à envoyer massivement, c'était sur commande, c'était pas gratuit évidemment, mais on pouvait commander ce petit document qui était souvent placé sous verre dans un cadre dans l'église, sur lequel on reportait les noms des disparus. Et il y a des églises dans lesquelles on voit le parchemin du bas, et il faut le déplier parce que on a commencé assez large en 14, puis 15, puis 16, 17, 18, il n'y avait plus de place. Voilà. Donc ce document a servi évidemment de modèle à cette verrière. Voilà. Donc là, le Christ, même problème que tout à l'heure, on ne peut pas le mettre en frontal, on va le faire pivoter. Et là, encore une fois, et c'est une autre aventure, on a retrouvé dans le fond d'atelier de Boulanger cette gravure qu'il avait dans ses cartons à dessin. Et on voit que bon, hormis la tête du Christ qui a été redessinée, on voit quelle partie le boulanger pouvait tirer de ce genre de gravure. Il s'est dit tout de suite, évidemment, ça passera mieux dans une lancette. Voilà. Deuxième patronne secondaire de la France, c'est Jeanne d'Arc, qui va être extrêmement présente. Près de 20% des verrières représentent ou citent Jeanne d'Arc d'une manière ou d'une autre. Alors là, Arc-la-Bataille, c'est pareil, une chapelle du souvenir, un projet complet avec des peintures murales marouflées, 2 verrières commémoratives. Jeanne d'Arc béatifiée en 1909, canonisée en 1921. Donc, vous voyez, l'auréole apparaît. On est en 1922. Elle est déclarée patronne secondaire de la France en 1922. Donc, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de veiller, de défendre le territoire national et de protéger les soldats. Donc, vous voyez, sur cette image, ce qui est pas mal fait, ce sont les tombes donc en pleine campagne des Français, la guerre au loin qui derrière, en fond de paysage, et puis
son armée, sa propre armée qui est là. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, vous avez ce casque très bien testé. Mais là, il y a un doute qui peut s'instaurer sur cette silhouette. On a l'impression de voir un soldat de la guerre de 14 en bleu, comme par hasard, avec un casque voilà, qui pourrait évoquer le casque de la guerre de 14. Donc là, très habilement, le maître verrier a joué sur les deux tableaux. Bon là, c'est beaucoup plus explicite, c'est plus tard, dans les années 20, où elle est totalement à la messe avec les soldats, elle participe. Donc c'est Jeanne d'Arc. Pourquoi la Jeanne d'Arc? Parce que la guerrière, évidemment, type, celle qui va repousser l'assaillant, celle qui va partager euh, le sort des soldats, du simple soldat de son époque. Donc si celle qui va mourir seule, uniquement aidée de Dieu, en fait, abandonnée de tous, du roi de France, abandonnée de tous et mourir seule. Donc elle partage beaucoup de points communs avec le soldat, avec le poilu, et c'est pour ça que son image va être à ce point présente. Elle est présente dans le vitrail, elle est bien sûr très très présente dans la statuaire, dans les monuments, avec cette ambiguïté que justement pour les monuments aux morts publics, on ne devait pas représenter de figures religieuses, on ne devait pas mettre de signes religieux, pardon. Donc les maires étaient souvent ennuyés. Donc là, on est dans le cadre du cimetière et ça passe, voilà. Mais sur la place publique, ça n'aurait pas pu se faire. Donc c'était un très beau bronze de Réal Delsart qui est à Saint-Martin-en-Buneau. Voilà. Alors les Jeanne d'Arc, c'est pas forcément la Jeanne guerrière, hein, ça peut être la Jeanne des voies du début. Donc on va développer à l'envie ces verrières. Vous voyez trois styles différents. Moi, je voulais faire dans le livre, mais ça, on n'avait plus la place, je voulais faire un véritable bandeau avec des Jeannes comme ça. C'est des œuvres de série, littéralement, là, en quelques heures. C'est le même atelier ou pas, mais en quelques heures, le maître verrier va pouvoir retravailler. C'est des dimensions assez petites. Donc ça, c'est véritablement des œuvres de série, d'un intérêt évidemment moindre, mais toutes ces Jeannes se rapportent à des verrières commémoratives. Donc voilà le modèle, très connu, au Panthéon. Et puis, dernière patronne, donc il y a deux patronnes secondaires, Sainte Thérèse, qui joue, elle, sa béatification. C'est pour ça qu'on a autant d'objets au Carmel de Lisieux, c'est qu'en fait, le Carmel a conservé, et c'est absolument extraordinaire, tous les témoignages des soldats qui ont été assistés par Thérèse. Alors, elle a intervenu sur tous les fronts, voilà, dans l'air, dans l'eau, voilà, elle a secouru un nombre de soldats. Donc certains ont voyé leur casque percé d'une balle, s'arrêter à quelques millimètres de leur front. On a des choses comme ça. Et puis surtout des témoignages en disant, bah, voilà, j'étais complètement désorienté, elle est apparue, elle était dans mon avion, etc. Bon, j'ai été sauvé. Donc les sœurs se disent, bon, il faut absolument faire fructifier ces témoignages, et elles vont même engager un graphiste. Vont engager un graphiste, Jouvenot, dont alors là, on voit une verrière qui montre Jeanne guidant un infirmier vers des blessés, le sortant littéralement en disant ils sont là. Et à partir de 1914, en fait, il va y avoir même un journal publié par le Carmel, qui s'appelle Pluie de Rose, et qui va traiter de toutes les interventions miraculeuses de Thérèse. Donc voilà Jouvenot dans ses œuvres, donc qui va être engagé comme graphiste, comme cartonnier. C'est lui littéralement qui va faire les cartons pour des vitraux, et qui va donc les sœurs vont contrôler l'image de Thérèse à partir de cette époque, et tout, si vous voulez réaliser un vitrail avec Thérèse à cette époque, il faut passer par le Carmel, et que le Carmel vous donne l'accord, le bon à tirer, si j'allais dire, pour que ce vitrail soit réalisé. Voilà. Donc on retrouve Thérèse guidant l'infirmier. Et puis bien sûr, il y a les saints
dessins guerriers classiques de la France, évidemment, Michel, et puis les saints armés, Georges terrassant le dragon. Ces deux saints sont un peu moins utilisés, mais ils sont intéressants parce qu'ils dans les verrières où ils apparaissent, il y a une rare représentation stylisée de l'ennemi, c'est rarissime. Donc en fait, c'est cette espèce d'aigle impérial que vous voyez au sol, qui est en train d'être tué par l'épée. Et ici, le dragon, qui est le dragon classique. Alors cette verrière, elle pourrait être très très intéressante, elle est au-dessus dans l'heure. Elle a été dédiée à Saint-Georges à cause d'une donation liée à Georges Lemaire. Malheureusement, le portrait de Lemaire est extrêmement étrange, très douteux d'après moi. D'abord, il n'est pas du tout ressemblant. Et puis cette verrière, j'ai fini par trouver grâce d'une restauration. En fait, il y avait quelqu'un qui carrément était passé par cette verrière pour rentrer dans l'église. Donc il y a eu une casse assez monumentale. Je ne sais pas qui a restauré la verrière, mais probablement le portrait n'est pas d'origine et il mériterait, je trouve, d'être fait. Voilà. Alors, aussi, un point qu'on a juste survolé, qui est extrêmement intéressant, c'est l'invention des portraits. C'est-à-dire que toutes ces verrières vont être données en souvenir de quelqu'un. On a vu des poilus mourants au pied de la croix, mais on reste dans du stéréotype. En fait, les familles vont, je vous ai dit, les choses vont un peu évoluer entre le 19e et puis le 20e siècle, et les familles qui vont donner une verrière vont vouloir, si ce n'est un nom, vont vouloir garder l'image de leur disparu. C'est d'autant plus important, sensible, que parfois ils n'ont pas récupéré le corps de ce disparu, il soit totalement disparu, soit il est inhumé dans une nécropole lointaine et ils n'ont aucune trace. Même si la photo s'est démocratisée, on va le voir, il y a cette nécessité de mettre dans le verre, de figer à la postérité, voilà, ce sacrifice, et d'avoir présent une image du soldat disparu. Donc, ça va s'appuyer sur plusieurs critères, hein. Démocratisation de l'image, donc là, on est en 1920, donc quasiment toutes les familles ont une image, souvent elle n'est pas très bonne. Souvent, elle n'est pas très bonne, et parfois issue des classes du soldat, de son carnet, de son livret militaire. Voilà, c'est l'occasion de se faire tirer le portrait, comme on dit. Mais quand même, généralement, on a une petite trace, parfois ténue, on va le voir. Et puis, ce portrait, vu la demande, devient un véritable enjeu commercial. C'est-à-dire que les firmes vont rivaliser d'excellence pour obtenir les portraits les plus fidèles possibles, de manière à ce que le client soit satisfait et que les commandes affluent. Alors, le portrait, il n'est pas nouveau non plus, hein. On va faire un petit flashback. On pense, justement, actuellement, il y a une exposition à Paris sur l'invention du portrait. On pense qu'à partir du XVe siècle, certains portraits deviennent, en dehors des grands portraits de cour, royaux et autres, le portrait va se préciser, les traits du personnage vont apparaître. Et là, vous avez un bon exemple. On pense que c'est un autoportrait du maître verrier, qui a signé d'ailleurs son nom. Et puis là, ce barbu tout à fait saisissant, on voit bien que quand même le visage n'est pas stéréotypé. Donc Fontaine-la-Souret, 1540. Il y a un véritable virage qui s'opère à cette époque-là, au XVIe siècle. On va chercher à représenter les donateurs. Pour autant, on voit que le stéréotype n'est pas mort, hein, dans la peinture. Au XVe siècle, ils ne sont pas forcément frais. Et puis le portrait va vraiment, vraiment se démocratiser. Alors évidemment, on est au Moyen-Âge, on est sur des commandes prestigieuses, soit du clergé, soit de la noblesse, des gens qui ont les moyens, puisque ça coûte extrêmement cher, et qui ont les moyens de se payer un vitrail. Et puis petit à petit, c'est la bourgeoisie, la grande bourgeoisie d'affaires, les filateurs, les patrons d'industrie, du textile, etc., qui vont pouvoir s'offrir, soit dans l'église même,
une preuve de leur dévotion. Là, vous avez des exemples extraordinaires à Bon Secours, où ils sont tous en priant. Alors, ils sont représentés comme au Moyen-Âge, alors qu'il en est en 1840, 50. On voit ces personnages très pieux, tous très pieux. Et la presse locale ne manque pas d'ailleurs de réagir en disant mais qu'est-ce que c'est que cette réinterprétation, voilà, en quoi l'argent peut permettre cette représentation. Voilà, il y a une discussion qui s'engage au XIXe siècle. Donc on est plus tranquille quand on commande pour soi-même, soit pour son château ou sa chapelle funéraire. Voilà. Et vous voyez la qualité des portraits qui va évoluer, va se démocratiser de plus en plus, tel point que on va pouvoir, pour 150 francs, on a les tarifs de Duhamel Maret, ça c'est assez extraordinaire, dans les livres de comptes de Duhamel Maret, on a des tarifs de verrière, et puis il marque portrait d'appareil photographie, 150 francs. Voilà. Donc vous avez le tarif, alors pour des verrières qui valent entre 1000 et 2000 francs, mais c'est pas, bon, voilà, c'est entre 10 et 20%. Et donc vous avez ces personnages-là, vous voyez, ces enfants, par exemple, qui vont venir dans une scène de baptême du Christ, qui vous regardent bien fixement. Alors est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts, je ne sais pas. Et leur sœur, là, ces personnages qui assistent, alors eux, ils sont embarqués, ils sont derrière le Christ, hein, carrément, dans la barque. Et voilà, ils sont en première loge. Alors que tous les personnages stéréotypés, enfin voilà, qui ont des visages très classiques, à dire Saint-Sulpicien, sont sur la berge. Et puis un vitrail commémoratif, voilà, les donateurs, ça se répand de plus en plus. Alors évidemment la photo a un impact, je vous disais pas forcément des très bonnes photos, mais les moyens photographiques, les duplications de positifs, etc., permettent à un photographe d'arriver à tirer le meilleur. Donc ça c'est des documents extrêmement intéressants qu'on avait retrouvés lors de la grande collecte aux archives départementales. On avait la série, en fait, les gens venaient avec des enveloppes complètes et on voyait tout ce que pouvait proposer un photographe à partir d'une image, parfois de groupe, de manière à obtenir un portrait. On a cette photo, voilà, le personnage concerné à gauche, et donc j'ai zoomé, et le photographe en a tiré ceci. Vous voyez au passage, il a gagné 2 médailles. Puis il a probablement gagné, mais comme il est peut-être pas revenu, on a voulu les faire figurer sur son portrait. Bon, c'est assez naïf, mais évidemment, c'est une base extrêmement intéressante pour le maître verrier, parce que quand la famille va venir avec ça, il n'y aura plus grand-chose à faire. Alors, on voit aussi une grande mutation, l'excellence du dessin. On ne va pas faire l'histoire du vitrail, mais il y a une chute de la production. On atteint le firmament, on va dire, au XVIe siècle. Alors, on a des œuvres absolument majestueuses, mais très, très artistiques, pas forcément très réalistes, comme on pourrait le concevoir. Et puis, il y a 17e, 18e siècle, il va y avoir vraiment une chute de la production et surtout un recul du vitrail figuré. Voilà. Quand même délaissé parce que pour des tas de raisons. Et puis le vitrail va revenir au 19e siècle. Alors tout d'abord, tout début voilà, ça c'est vraiment les tout débuts, les prémices 1840, comme à Bon Secours. C'est pour ça que Bon Secours pour nous c'est un objet d'étude très intéressant. C'est un atelier parisien qui a vitré Bon Secours. Sur un carton d'Ingres, un vitrail, vous voyez la qualité du dessin. Le niveau, dès le redémarrage, le niveau est très haut, on comprend les enjeux. Et puis là, on arrive 1883 à des choses absolument exceptionnelles. Je ne sais pas si vous voyez les détails de la dentelle du col de ce mousquetaire. Toute la verrière est comme ça. Donc c'est un véritable chef-d'œuvre. Et c'est véritablement une marque de fabrique. La peinture est exceptionnelle. Et c'est une marque de fabrique. C'est une marque publicitaire et idéale pour l'atelier, évidemment. Et c'est la marque de fabrique de l'atelier. Alors, on se rapproche, évidemment, d'un portrait photographique. Toute l'ambiguïté va être là. C'est de savoir si on travaille vraiment un portrait d'après photo, est-ce qu'il y a une recréation ou est-ce qu'on est dans la copie simple. Donc ça, c'est un petit vitrail qui est dans une chapelle funéraire à Rouen, qui est toujours. On essaye de se sauver. Là, je l'ai sorti de sa chapelle, je l'ai ramené sur une brouette et une palette, on l'a photographié au laboratoire et on l'a reposé bien gentiment sur sa palette.
Je ne sais pas dans quel état il est aujourd'hui, mais bon, voilà, on aura fait le travail. Je m'appelle Léon Berthaud, au cimetière Saint-Sever. Et dans la chapelle, par terre, à côté, hors cadre, traînait cette photo qui a été sauvée aussi, que j'ai donnée aux archives départementales. Alors, vous voyez, des choses un peu étonnantes parfois. Je ne sais pas pourquoi le maître verrier a vu inverser la tunique, le boutonnage de la tunique. Voilà, un très bon couturier, il a respecté à peu près tout. Alors là, il est intervenu sur la tunique sans que je comprenne bien. Je n'ai pas du tout d'explication. Voilà. Parce que tout le reste, on peut avoir évidemment dans ces histoires, parce que le maître verrier, il va peindre par transparence. Donc il va avoir un peu compliqué, mais voilà, il va peindre à l'envers. Il peut avoir des fois des soucis de latéralité. La pièce peut être retournée. Voilà. C'est pas toujours simple. Autre exemple, Saint-Victor de Chrétienville, voilà, d'Olympine, le 1, le 2, le 3. Bon, assez classiquement, on pourrait multiplier les exemples quand on a la chance de les trouver. Là, il y a une association très dynamique à Saint-Victor. Ils ont fait un travail incroyable sur les verrières. Et donc, ils ont réussi à retrouver dans les familles les documents. Saint-Jean de Folleville, intéressant aussi, très très belle verrière d'un atelier très intéressant pour moi parce que c'est Janniot qui avait repris, qui a été le gendre de Boulanger, donc qui est complètement en connexion avec Boulanger. Mais grand mystère, Janniot, on sait très peu de choses. Et vous voyez là, l'habillage, donc le régiment a été redonné, il est bon. Les deux frères Legoix, voilà, qui apparaissent en couleur là, dans la verrière, et tous les portraits sont de ce niveau, assez extraordinaire. Et le troisième frère Legoix, qui est mort en 1922 des suites de son gazage, n'a pas eu l'honneur de figurer dans cette verrière. Voilà un autre portrait, et vous voyez comment ça fonctionne. Donc, alors le maître verrier lui-même, il peut être équipé d'un appareil photographique. On a retrouvé dans un fond de maître verrier toute une chimie. On ne comprenait rien au début. En fait, il s'agit d'émulsion photographique. Il faisait ses tirages lui-même. Et vous allez voir que ça peut avoir de l'importance. Donc Saint-Jean de Folleville, je vous ai fait un petit focus parce que c'est une verrière assez extraordinaire qui a été restaurée par une maître verrier et amie qui a fait un boulot extraordinaire. Intéressant aussi pour suivre le fonctionnement, le montage comment l'image parvient jusqu'à nous, comment elle est fabriquée. Donc vous voyez ce brancardier avec son casque qui montre un Christ dans une église endommagée. Et puis, bon, voilà, la galerie de portraits qu'il a disposée autour. Donc là, on a les dessins préparatoires, on a pas mal de choses très très intéressantes qui sont conservées dans les archives municipales. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on a chez Mazué, dans la Manche, pas le même atelier, on a un autre brancardier qui montre, mais en miroir, qui montre les cieux à un soldat mourant. Voilà. Donc, évidemment, là, il y a suspicion, maintenant que vous êtes au courant, il y a suspicion de modèle. Alors, ce fameux visage, il se trouve que je l'ai retrouvé inversé dans les fonds Boulanger, qu'on a eu la chance de retrouver dans la descendance de Janniot, gendre de Boulanger, qui était parti dans l'Indre. Donc on est descendu dans l'Indre, et un maître verrier nous a ouvert ses cartons à dessin, et dans les trésors qu'il y avait, parce que c'était vraiment véritablement, il y avait 200 maquettes, croquis, esquisses, qui touchaient la Normandie, puisque c'était l'ancien, il avait récupéré le fond de son beau-père. C'était très partiel, hein. Évidemment, on a très peu de choses, mais il y avait ce visage que j'ai tout de suite reconnu, puisque justement, je tournais autour depuis un moment. Voilà. Donc ça, c'est assez fabuleux. Donc c'est bien le visage de l'infirmier, mais il a rajouté un casque. Il avait rajouté un casque. Voilà, il l'a utilisé, il a casqué. Et d'où vient ce visage? Eh bien, il vient d'un vitrail qui n'a rien à voir avec la Normandie, et qui est l'épisode du curé de Bazeilles, qui est un épisode un peu mythique sur la Bazeilles. Donc le curé, soit aidant les blessés, et vous voyez ce visage très proche en fait du croquis. Le curé de Bazeilles, bon, c'est un curé qui est parfois guerrier, hein. Il va jusqu'à prendre un fusil dans certaines verrières, et il fait le coup de feu avec la population. On est
là probablement plus proche de la réalité. Voilà. Et puis pour finir, le Christ qui a été pris par Janniot dans une publication qui représente cette église de l'Arquivilliers dans la Somme. Voilà. Donc là, vous avez vous avez l'historique de la composition de cette verrière et puis l'écho que Mazué a pu lui donner dans la Manche. Alors, plus troublant presque, je dirais, c'est la connexion qu'il peut avoir entre les ateliers. On a une période de commande extrêmement forte et les petits ateliers, qui souvent ont du mal à vivre, se voient d'un coup submergés, totalement submergés par la demande. Et là, donc, on a un portrait de Mazué avec une technique assez particulière, quand même virtuose, hein, parce qu'on est sur des médaillons qui sont grands comme ça à peu près. Et là, il y a un travail à la brosse putoisée de manière à obtenir des gris extrêmement fins, des choses très très fines qu'on retrouve là avec un éclairage de fond juste derrière le visage, comme si une lampe avait été posée. Vous voyez, c'est absolument magnifique. Et là, on a probablement, enfin moi, je peine à croire qu'on n'ait pas la même main. Et pourtant, là, on est à Paris. Enfin, on connaît bien l'auteur puisqu'il l'a signé. Et là, on est chez Mazué. Et en fait, il y a un courrier troublant chez Mazué qui dit j'ai dû faire appel à un Parisien. Voilà. Mais alors, il dit pas pourquoi, il dit pas qui, mais voilà, on a presque la signature, on a presque l'aveu, d'autant qu'on trouvera chez le petit-fils de Mazué un portrait de Mazué lui-même signé lui, Janniot. Voilà, signé Janniot. On va donc faire aussi un travail dans certaines églises absolument épuré, on va dire. La composition va se réduire au strict minimum, uniquement des galeries de portraits, donc c'est assez rare quand même. L'intérêt, lequel? Eh bien, alors ici, je ne sais pas, la Plénène, je n'ai pas l'exemple, mais Sotteville, on le sait, chaque verrière, chaque médaillon a été financé par un paroissien. Voilà. Et donc, vous voyez que là, ça fait quand même pas mal de sous pour pouvoir monter cette chapelle. Donc là, on est sur, c'est intéressant, c'est une église diocésaine hein, qui avait été, donc le projet de construction avait été établi avant la guerre de 14, et le curé, qui était vraiment un curé militant, a réussi à monter son église avec des procédés incroyables de béton pré-contraint. Il a créé une chapelle du souvenir pendant la guerre. Il a lancé un appel. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué ou très peu depuis le début, c'est que j'ai parlé de Monseigneur Fuset en 14, j'ai parlé de la verrière de Boulanger en 1916, c'est que parfois l'intention commémorative, elle arrive extrêmement tôt. Extrêmement tôt. Donc ces verrières ont été, pour certaines, inaugurées avant la fin de la guerre, en octobre, en octobre 18, même avant, je crois. Donc elles sont en place avant la fin de la guerre. Là, la différence majeure, on va la voir tout de suite, c'est qu'ici, vous avez un truc absolument unique en Normandie, et je pense en France, c'est la véritable photographie. Voilà. On a des positifs sur verre, des petits positifs sur verre de 13 cm. Donc là, les familles ont confié un portrait, et devant la quantité de portraits à réaliser, probablement le maître verrier s'est dit, mais comment je vais faire? Donc il s'est dit, le plus simple, c'est probablement de faire un positif photographique et de l'encapsuler. Donc elles sont protégées par une autre capsule de verre incolore, protégée de l'extérieur, et puis de faire une composition très simple. Voilà. Parce que le curé n'avait pas non plus des moyens énormes. Donc il a créé une sorte de bijou, reprenant comme un bracelet avec des croix de guerre centrales, et 5 couleurs très simples. Voilà. C'est minimaliste. Et il y va à l'économie parce que chaque découpe de verre, vous pouvez prendre les mêmes gabarits. C'est toujours les mêmes. On va couper. On peut quasiment faire du montage en série. Ça, c'est très ingénieux. Ça permet de rentabiliser l'affaire en obtenant un effet. Voilà. Donc, c'est la chapelle des Poilus, Notre-Dame de Sotteville, 1918-1920. Malheureusement, beaucoup de casses. Il y a eu beaucoup de casses. Il y a eu un ouragan, les gamins ont jeté des pierres. Ça a été abandonné. Ça a été restauré complètement et c'est désormais visitable.
je crois que c'est sur rendez-vous. Il y avait 218 portraits à l'origine. Il y en a à peu près 150 qui sont encore visibles. Malheureusement, on a perdu les noms. On ne sait pas qui sont ces gens. 13 d'entre eux ont été identifiés, mais voilà, peine encore à... Voilà. Des détails. Bon, j'ai mis en agrandissement voilà, un vrai travail de peinture. Et puis là, les photos avec cette énigme qui est un sous-officier anglais. Alors, il y a eu beaucoup d'anglais à Rouen. Donc, lui, il figure dans les verrières. C'est le seul. Alors, vous avez vu ce rendu. Il y a un débat encore, toujours, hein, entre les spécialistes sur le portrait photographique. Il y a des tenants du fait qu'on peut arriver à peindre sur une photo et à cuire cette photo, la passer au four, parce que vous savez que la peinture qui est appliquée sur le verre, ce qu'on appelle la grisaille, doit repasser au four. Ça, c'est un gros problème. Si vous voulez travailler une photo, et que vous la passez au four, le bromure d'argent, il va pas aimer du tout. Donc, les moyens techniques de l'époque, logiquement, ne permettent pas de peindre. Voilà. En même temps, c'est une période où la chimie se développe considérablement. Il y a une centaine de brevets qui sont déposés entre 1900 et 1900 sur les procédés d'impression sur verre, de photographie sur verre. On sait faire, voilà. Alors, du passage du vitrail à la photo, ça reste un sujet, un vaste débat au sein des spécialistes. Et il y avait même des doutes sur les verrières de Saint-Jean-de-Folleville, tellement elles sont belles, mais j'ai apporté, je crois, la preuve qu'il a bien travaillé d'après photo, parce qu'on voit ces points de repère là, qui sont très clairs, points de repérage de la barbe. Donc là, il l'a fait par transparence, probablement en ayant agrandi la photo, de manière à pouvoir mettre les points de barbe. Et là, on a bien la preuve qu'il s'agit d'un dessin très, très bien fait, magnifiquement exécuté, mais ça reste de la peinture. Et voilà aussi le côté un peu magique du vitrail, hein, quand vous êtes à l'extérieur, cette magnifique verrière qu'on vient de voir, hein, à l'extérieur, ça donne ça. Pourquoi? Parce que simple couche d'émail sur verre, bleu, en aplat, un bandeau rouge, et vous faites un uniforme et une casquette. Parce que tout va être pris derrière avec ce système de pointillés. On va gérer toutes les ombres en façade, en positif, alors qu'en négatif, c'est-à-dire à l'extérieur, vous aurez les émaux, enfin la vraie peinture, qui est aussi vitrifiable, hein, qui doit repasser au four. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune nuance, à part les boutons qui ont été détourés de manière à les faire ressortir sur l'uniforme. Donc là, il y a une économie de moyens incroyable et il y a un savoir-faire absolument incroyable également. Une technique. Je vais un petit peu accélérer. Le soldat martyr, voilà. Bon, on a un peu évoqué le sujet. La grande préoccupation, c'est est-ce que mon fils, est-ce que mon mari est mort seul? Et donc là, au sein même de l'Église, il y a un débat pour savoir si on va accorder le terme de martyr. En fait, c'est pas évident. On ne le donne pas comme ça. Les martyrs de l'Église, les martyrs reconnus, au même titre que les bienheureux, les saints. Et est-ce que le soldat est d'emblée, par son sacrifice, par la défense de la terre française, est-ce qu'il obtient le royaume des cieux? Est-ce qu'il a... Alors, il y a cette notion de baptême sanglant qui va faire débat au sein même de l'Église, c'est-à-dire que, quelle que soit son opinion, le soldat a obtenu un baptême de facto. En fait, il a été reconnu par Dieu et il a sacrifié sa vie. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'il y a une résistance et une opposition à cette notion. Alors, bon, par contre, pour le soldat baptisé préalablement et puis reconnu par l'Église, il n'y a aucun souci. Dieu lui est venu en assistance, en aide. Et donc ça, c'est vraiment la verrière très caractéristique, très typique du soldat mourant. Voilà, la scène avec le soldat au pied de la croix. Je ne sais pas combien d'exemplaires on peut avoir, on les a déjà vus. Et c'est une image qui va se répéter avec des modèles plus ou moins adaptés, avec en fonction de la position des baies, en fonction des difficultés techniques rencontrées. La palme du martyr,
où la couronne de laurier, elle est attribuée, dans certaines verrières, clairement, voilà, on a des anges qui vont déposer, donc ça c'est tiré d'une gravure également à interprétation. Donc là, le pas est franchi, c'est-à-dire le soldat a fait le sacrifice de sa vie, il est accueilli au royaume de cieux et il a le droit à la palme du martyr. Finalement, les monuments aux morts ne montrent rien d'autre qu'en offrant une couronne ou une palme. Et là, vous voyez cette image un peu frappante de l'ange qui montre à une veuve et sa fille le royaume des cieux. Et j'aime beaucoup cette verrière qui est très énigmatique. Parce qu'en arrière-plan, c'est une verrière de boulanger qui l'a traitée en 2 fois, mais sur celle-ci, il a placé, probablement à la demande de la famille ou de la donatrice. Alors là, c'est le nom de la donatrice, mais on sait pas, j'ai pas réussi à établir le lien entre un infirmier militaire et cette dame qui était en fait restée jeune fille toute sa vie. Voilà. Et vous voyez le gros plan avec cet infirmier militaire 3, avec le chiffre 3, donc ce service d'infirmier militaire, CIM, 3e CIM, avec finalement une tunique très, très réaliste et qui a l'air présent en étant totalement absent de la scène. Donc, probablement le personnage représenté sous cette ombre, on ne peut rien en dire. Donc ça m'amène à une transition sur l'évolution un peu graphique, parce qu'on a vu beaucoup de choses qui se ressemblent. Et il y a quand même des maîtres verriers qui ont fait preuve d'imagination, et on voit, bon alors elle est tardive, elle date de 1935, mais elle est intéressante parce qu'elle montre le Christ presque en hologramme. Vous voyez, la vision est schématisée par ces hachures verticales qui nous donnent l'impression d'avoir véritablement une apparition. Si tout le reste est très classique, alors c'était un atelier Houille, René Houille, oui c'est ça, il est capable de s'adapter à tout type de demande, faire des choses extrêmement classiques, et puis faire des choses très art déco. Vous voyez, l'influence art déco est très présente avec ces verres colorés mauve, rouge, bleu, et puis ces formes un peu plus stylisées. Et ce Christ assuré absolument extraordinaire, qui est unique. En fait, on n'a pas d'autres exemples. Donc il a un peu réinventé le genre. Alors évidemment, il avait pour lui 10 ans de plus, hein, parce qu'en 1925, il n'aurait probablement pas proposé cette chose. Alors ça, évidemment, les verrières qui ont été créées juste après la guerre sont très différentes de celles qui vont être créées. Il y a un relan, il y a un renouveau de la commande dans les années 10 ans après la fin de la guerre. Ce qui n'avait pas été commandé, vitré, a fait l'objet de nouvelles commandes. Et là, on a vu réellement apparaître des choses un peu nouvelles, enfin, bien souvent émanant d'ateliers parisiens comme Barillet. Voilà, des choses qui étaient cette fois très stylisées, très teintées art déco, avec une approche quand même très différente du traitement. Vous allez le voir. Voilà. Et des choses comme ça qui ont été commandées à Vélizy, qui sont voilà, un renouveau complètement. Ça change totalement de ce qu'on avait vu auparavant, mais bien évidemment, on est vers des. Alors là, 1925 quand même, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire, mais ce sont des ateliers qui sont extrêmement précurseurs. Barillet, ce sont ces ateliers qui ont travaillé sur la chapelle de Flers, etc., qui ont fait des choses extrêmement modernes. Ils sont vraiment, leur marque de fabrique, c'est ça, c'est proposer des choses novatrices qui n'édulcorent pas la réalité de la guerre, mais qui, dans un style voilà, qui est adapté à l'époque. Autre atelier très intéressant, l'Ardeur, qui va lui jouer la symétrie. Et au lieu de placer, vous voyez, pluie de rose, donc classique hein, chez Thérèse, pluie de rose, il va placer des éléments de décor, donc des lauriers avec leurs fruits, et puis va jouer sur ce registre végétal de manière à placer des noms dans des registres différents. Voilà. On a moins sur la lourdeur de la liste mortuaire, quelque chose d'un peu plus aéré, un peu plus léger, très symétrique. Alors là, voilà.
art déco. Voilà un autre exemple, à nouveau Barnier, l'Arberie. Et puis on va même aller vers une sorte d'abstraction dans certains cas. Là, c'est un gros plan sur flair où on va jouer sur la géométrie. Vous voyez les tombes, avec la reprise de stéréotypes qu'on applique souvent aux vitraux, c'est-à-dire le losange. Donc là, il a joué avec ce thème du losange, de manière à intégrer des verrières qui sont pour autant toutes différentes les unes des autres, de manière à créer quelque chose en harmonie, mais qui ne soit pas répétitif. Et puis, parfois, des éléments purement décoratifs où on s'est affranchi à la demande du curé de toute représentation figurative humaine, on va dire, de manière à ajouter des éléments floraux du plus bel effet, ou là, juste on a une mention commémorative. Et pour finir, une évocation, j'en ai mis qu'une, hein, c'est Max Ingrand, 1951, la guerre va parfois être évoquée dans des verrières de l'après-deuxième guerre mondiale, troisième génération de guerre pour nous, et parfois la mention, c'est une inscription. On verra aussi des poilus à côté de prisonniers de camp. Voilà. Je pense une verrière, mais je ne retrouve pas le nom. On verra le poilu remis en scène. Il y a une verrière assez extraordinaire à Rouen aussi qui a disparu. On voyait le poilu dans un dracard avec un Normand, Pierre Corneille, Jeanne d'Arc, l'équipe Les Sauvages. Voilà, c'était. Il y a eu des choses un peu plus. Bon, là, renouvellement du style. Hein, donc on est typique dans l'après-deuxième guerre mondiale avec cette chose un peu plus brutale. Un style brutal qui est. Alors, chez Max Ingrand, très, très décrié, que certains ont toujours du mal à accepter. Hein, c'est lui qui a vitré Yvetot. La plus grande surface vitrée du monde, je crois. Enfin, de Normandie, c'est sûr. Et puis, il a fait un Christ en croix aussi à la cathédrale de Rouen. Voilà. Et bien voilà, et écoutez, je vous laisse mes coordonnées. Si certains veulent m'écrire, il faut savoir que toutes les choses que vous avez lues sont en fiche. Si vous avez envie d'avoir un PDF, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par notre service patrimoine. Bon, il y a mon mail direct. J'essaierai de répondre. Il y a mon téléphone aussi. Si vous avez des choses, je lance une bouteille à la mer. Si vous avez des choses sur 1870, je suis preneur. Alors, pas forcément des vitraux. Hein. Là, c'est tout. Je prends tout. Ça peut être des gravures, des photos. Ça peut être des objets. Un lien avec l'histoire. Vous pouvez en parler autour de vous si vous avez des gens qui ont des connaissances. On prépare une expo. On prépare une expo dans peut-être 2025 sur le thème de la guerre de 70, les traces de la guerre de 70 en Normandie, qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus importantes que ce qu'on a pu imaginer. Évidemment, par rapport à l'Est de la France, c'est peu de choses. Et puis, voilà, le livre que vous pouvez commander ici, ou sinon directement chez l'éditeur Lieu-dit. Je vous remercie de votre attention.